Clôture des travaux de la session extraordinaire de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel avec des lignes directrices fondées sur l'ouverture, la transparence, le travail d'équipe et la gestion axée sur les résultats. L'économie malienne a enregistré en 2014 une augmentation de 7,2% du produit intérieur brut, une augmentation qui devrait se poursuivre au rythme de 5% en 2015. Des résultats qui ressortent de la 3e revue de la facilité élargie de crédit. Ces révélations ont été faites cet après-midi par le ministre des Finances, le représentant résident du FMI, face à la presse. Merci de rester sur notre programme. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le président de la République a quitté Bamako hier soir pour la Turquie. Ibrahim Boubacar Keïta répond ainsi à l'invitation de son homologue turc pour participer à la cérémonie de commémoration du 100e anniversaire des batailles de Sanakal. L'événement a une portée historique et rime avec les réalités actuelles d'un monde confronté au double défi de l'insécurité et de l'instabilité. À ce titre, la commémoration du 100e anniversaire des batailles de Sanakal sera un cadre de réflexion des dirigeants sur les questions globales de paix et de sécurité. Le président de la République a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, que vous apercevez sur ces images, accompagné donc à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. En partance pour la Turquie, il va donc assister aux cérémonies de commémoration du 100e anniversaire des batailles de Sanakal. Ibrahim Boubacar Keïta, à son départ pour la Turquie à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Voilà, clôture donc ce matin à Koulouba des travaux de la session extraordinaire de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel. Les lignes directrices de l'institution qui seront mises en place seront fondées sur l'ouverture, la transparence, le travail d'équipe et la gestion axée sur les résultats. Le Premier ministre a assisté à la cérémonie de clôture des travaux. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Engagement, clairvoyance, professionnalisme. Voilà autant de slogans que les membres du Conseil économique, social et culturel affichent afin d'assumer le rôle de conseiller des hautes autorités. Notre institution, forte de l'immensité des potentialités, de la diversité des ressources socio-culturelles, économiques et politiques de son pays, le Mali, saura transcender les défis auxquels elle est confrontée tout au long de notre mandat. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le recueil annuel des attentes, des besoins et des préoccupations des populations, en tant que bréviaire d'orientation et de propositions de solutions concrètes, puisse non seulement être régulièrement remis aux hautes autorités de la République, mais aussi qu'il soit suivi dans son application. Le Premier ministre fonde beaucoup d'espoir sur les capacités des membres de la 8e institution à apporter au gouvernement toute leur contribution et leur expertise pour le bonheur de notre pays. C'est eux qui seront les échos sonores des préoccupations des populations. Et l'action d'un gouvernement doit s'appuyer sur les besoins réels des populations. Un gouvernement doit se consacrer à la recherche des solutions aux problèmes vécus par les populations dans leur réalité et sur le terrain. C'est pourquoi je souhaite vivement que les circonstances nous permettent d'établir des relations de coopération franches, sincères et efficaces avec le Conseil économique, social et culturel. Au cours de cette cérémonie de clôture, il a été question du paraphe à Alger de l'accord de paix et de réconciliation nationale par le gouvernement de la République du Mali. Cet accord de paix, en dépit des faiblesses qu'il pourrait renfermer, suscite véritablement un nouvel espoir pour la résolution définitive de la crise dite du Nord. Ainsi, pour les résultats essentiels obtenus, à savoir le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État, de sa forme républicaine et de son caractère laïque, permettez-moi de saisir cette opportunité solennelle pour renouveler nos vives félicitations et notre soutien indéfectible à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le président du Conseil économique, social et culturel a remercié tous les partenaires et amis du Mali pour leur concours précieux à la recherche de la paix et de la stabilité de notre pays.
Le Premier ministre a successivement reçu en audience ce matin Tertius Zongo, conseiller auprès de la Banque africaine de développement et le directeur adjoint du département Afrique du FMI. Avec les deux personnalités, il a été question de développement économique, social et sécuritaire du pays. Compte rendu de ces deux audiences avec Moussa Fane. Entre le Premier ministre et le directeur adjoint du département Afrique du FMI, les échanges ont porté sur la troisième revue du programme du Mali dans le cadre de la facilité élargie du crédit. Ils ont aussi parlé de l'état des lieux des négociations entre l'institution financière et le gouvernement. Nous pouvons dire que nous avons trouvé un accord qui, dans les semaines à venir, va être présenté à notre conseil à Washington. Je crois qu'on peut dire qu'on a retrouvé un bon équilibre. Le gouvernement du Mali a pris des mesures importantes pour redresser la situation difficile de l'année dernière. Et nous avons maintenant trouvé un accord sur lequel je crois tout le monde est content, un accord qui pourra financer les importantes priorités du Mali, aussi bien du côté sécuritaire que du côté social, et tout ça dans un équilibre économique qui permettra de maintenir la croissance, l'inflation modérée et de créer des emplois. Auparavant, le Premier ministre Modibo Keïta avait accordé une audience à Tertius Zongo, conseiller auprès de la Banque africaine de développement. Avec lui, il a été question des visions du gouvernement sur le développement après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus de négociation d'Alger. Un accord qui sera signé le 15 mai prochain à Bamako. La vraie question, c'est qu'après l'accord de paix, qu'est-ce que le gouvernement et le peuple malien souhaitent faire? C'est ça la vraie question. Parce que le développement d'un pays, c'est le reflet de ce que les populations veulent. Ce n'est pas le reflet de ce que les partenaires veulent. Le développement, il est un développement national. Qu'est-ce que le pays veut pour son futur? Et naturellement, les partenaires au développement, ils ont l'expérience sur d'autres continents. Et ils peuvent, à partir de ces expériences, montrer quelles sont les meilleures solutions. Et nous avons vu vraiment dans les conseils, dans les suggestions qui ont été faites par son Excellence le Premier ministre, qu'il y avait une vision, faire en sorte que, après cet accord de paix, que chaque Malien puisse retrouver la sécurité. On peut dire, sans risque de se tromper, que les institutions financières ont choisi d'accompagner véritablement le Mali. À présent, le contenu de ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des candidatures validées à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. Scrutin du 31 mai 2015 aura lieu le lundi 27 avril 2015 à partir de 14h au siège de l'institution sise à la CI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Lancement ce matin au CICB, sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, de la journée des banques et établissements financiers du Mali. Le thème porte cette année donc sur le financement des PME, défis et opportunités. L'initiative de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Des conférences, débats et une exposition meubleront ces deux journées. Près de 18 stands sont érigés pour la circonstance. Reportage de Nyanya Alou Traoré. Elle revient pour la 5e fois. Il s'agit de la journée des banques et établissements financiers du Mali. Cette édition se focalise sur les petites et moyennes entreprises PME, d'où le thème consacré à leur financement, défis et opportunités. Pour les banques, qu'apporter une réponse de financement aux PME n'est pas une urgence, mais c'est une exigence pour le système bancaire malien. Si nous voulons assurer le développement durable de notre économie, si nous voulons assurer la création de l'emploi, si nous voulons assurer la lutte contre le chômage, c'est l'ensemble de cette refondation-là qui doit servir de socle au développement économique du Mali. Ce clin d'œil des banques à l'endroit des PME n'est pas fortuit, puisqu'elle figure déjà en bonne place dans l'agenda de beaucoup de banques du pays. Nous avons signé notamment une convention avec le Fonds de garantie du secteur privé pour accompagner ces petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du Mali. Il y a différents types de secteurs d'activité, les BTP et autres.
Dans ces domaines, on financera tout ce qui est avance de marché, les découvertes, le financement du fonds de roulement. Donc à ce niveau, on a des services et des produits adaptés pour ces différents PME. Le Mali, force est de le reconnaître, est dans une phase de relance économique. C'est pourquoi le choix du thème a été fortement salué par les autorités qui estiment que le pays a plus que jamais besoin de voir ce secteur se fructifier. En visitant le salon, on se rend compte qu'il y a quand même un effort de leur part dans le sens de la diversification des offres de services et que du côté également des PME, PMI, il y a aussi un effort qui est demandé et tout ça dans le sens d'amener les banques à offrir des services de meilleure qualité et à des coûts raisonnables. Financer les PME, c'est redynamiser le secteur privé, c'est contribuer à l'effort de la relance économique que le gouvernement de la République du Mali a décidé d'amorcer. Aujourd'hui, plusieurs indicateurs vont dans le bon sens et le système bancaire malien doit être plus fort, il doit être plus dynamique, il doit oser davantage. Et je crois qu'au terme de l'examen de ce thème, certainement, ils prendront d'autres initiatives pour contribuer davantage au financement de l'économie. La journée des banques et établissements financiers du Mali va se dérouler pendant 2 jours au CICB. Prennent part à la rencontre plus de 15 structures bancaires. Le contenu de cet autre communiqué avant de poursuivre avec ce journal. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, est à Paris depuis ce matin dans la capitale française. Choguel Kokala Maïga aura plusieurs rendez-vous avec des médias français et internationaux et surtout une importante rencontre avec la communauté malienne de France en compagnie d'autres officiels. Cette mission a pour principal objectif d'expliquer à la communauté malienne et à l'opinion internationale l'accord de paix intermalien paraphé le 1er mars dernier à Alger et dont la cérémonie officielle de signature est prévue le 15 mai prochain à Bamako. La journée de ce vendredi a été chargée pour le porte-parole du gouvernement qui était sur les plateaux de la station panafricaine Africa numéro 1 et de BBC face à nos confrères. Le ministre Maïga s'est longuement exprimé, une heure d'horloge sur les enjeux de l'accord d'Alger à la lumière des derniers développements. Les échanges avec nos confrères ont aussi porté sur les questions sécuritaires au nord du Mali, avec notamment la recrudescence de l'insécurité. L'entretien sera diffusé demain matin à 10h sur les antennes d'Africa numéro 1 et de la BBC. Ce soir, le ministre Choguel Kokala Maïga est l'invité de la chaîne francophone TV5 Monde pour le même exercice d'explication et d'information. Demain, samedi 25 avril, le ministre Maïga, son collègue de la réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed et plusieurs autres officiels qui sont des voyages rencontreront la communauté malienne à la Bourse du Travail de Paris. Le Conseil des Maliens de France et l'ambassade du Mali à Paris sont à pied d'œuvre pour faire de ce rendez-vous d'échange une véritable réussite citoyenne et républicaine. Le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, a reçu en audience le chef de mission ECAP Sahel Mali, Albrecht Konze, au sein de l'hémicycle. Au cours de cette audience, il s'agissait pour le chef de mission de présenter sa structure au président de l'Assemblée nationale. À sa sortie d'audience, Albrecht Konze est au micro de Mohamedou Doumbia. Le président de l'Assemblée nationale vient de me rassurer que son soutien et le soutien du Parlement pour la réforme du secteur de sécurité est total, qu'il voit le travail de l'Union européenne et dans ce cas précis de ECAP Sahel Mali, la mission européenne pour la stabilisation de votre secteur de sécurité comme un élément très important dans la stabilisation du Mali tout entier. Alors, concernant la collaboration entre ECAP et le Mali, quel est le commentaire que vous en faites? Notre coopération a commencé l'été dernier, au mois de juillet, après une période de préparation. Nous sommes maintenant arrivés dans la phase dans laquelle nous formons les cadres de vos 3 forces de sécurité intérieure. Nous attendons d'autres agents d'ici peu, dans quelques semaines, et à la fin du mois de juin, ma mission ECAP Sahel Mali sera au complet, c'est-à-dire avec 80 policiers, gendarmes, carabinieri et autres policiers européens. Nous allons former un tiers des cadres de vos 3 forces, c'est-à-dire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale. Et nous allons rester ici pendant 4 ans pour
ensuite avoir formé la masse critique de ceux qui, après, doivent eux-mêmes continuer à former les jeunes agents qui sont embauchés. En même temps, nous donnons le conseil aux échelons supérieurs des trois forces et au ministère, le conseil pour une gestion plus moderne, une mise à niveau de toutes vos forces de sécurité afin qu'ils puissent faire face aux défis multiples, afin qu'ils puissent protéger la population comme c'est leur vocation. Mon premier bilan, c'est que nous sommes apparemment les bienvenus. Partout où nous allons avec nos formations, nous ressentons un besoin parce que la crise était grande. La crise était quand même une catastrophe pour votre pays et pour se remettre de ça, il faut plus que quelques jours et quelques semaines et quelques mois, il faut des années. C'est pour ça que nous sommes là pour la longue durée et nous espérons de gagner davantage de nos partenaires maliens afin qu'on puisse très bien mettre à terme notre travail pour lequel nous sommes mandatés. Nous restons à l'Assemblée nationale où les députés et les experts du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sont en conclave. Le thème du jour est basé sur les enjeux et innovations majeures des élections communales, régionales et du district de Bamako. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. La pérennisation des résultats du recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, et l'approfondissement de la décentralisation à travers la régionalisation, voilà des thèmes sur lesquels les honorables députés ont été édifiés. C'était à la faveur de l'atelier d'information et de sensibilisation d'une journée des élus sur l'organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako. L'atelier de l'Assemblée nationale permettra au cadre du département d'expliquer aux députés les changements apportés à la loi électorale ainsi qu'au texte régissant le régime des collectivités territoriales et leurs conséquences sur les modalités d'organisation des prochaines élections locales et les règles de désignation des présidents des collectivités territoriales, de régions et du district de Bamako. Au regard des changements importants apportés au dispositif des élections locales à travers les récentes lois votées par l'Assemblée nationale, il me paraît important de faire appel aux experts du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en charge de ces dossiers pour les exposer aux députés et susciter des discussions éventuelles susceptibles de donner la bonne information aux élus de la nation sur ces questions importantes. Grâce à cet atelier, les députés ont pu mesurer la portée des innovations apportées par les lois qu'ils ont votées. Les exposés ont porté sur les implications juridiques et institutionnelles des élections à venir. L'économie malienne renoue avec la croissance. Elle a enregistré en 2014 une augmentation de 7,2% du produit intérieur brut, augmentation qui devrait se poursuivre au rythme de 5% en 2015. Ce sont là les quelques résultats qui ressortent de la troisième revue de la facilité élargie de crédit. Revue qui a donc réuni une délégation du ministère en charge de l'économie et une mission du FMI à Washington. Le ministre Mamadou Igor Diarra et le représentant résident du FMI au Mali étaient cet après-midi devant la presse pour l'exercice de restitution. Le point avec Bourama Traoré. Face à la presse, le ministre en charge des Finances et les chefs de mission du FMI pour le Mali font le point de leur discussion à Washington. De façon précise, il s'agit de partager avec les journalistes les résultats de la troisième revue de la facilité élargie des crédits, un exercice qui a permis de jauger la santé de l'économie malienne. En 2014, l'économie malienne a enregistré une reprise avec un taux de croissance de 7,2%. grâce à la bonne campagne agricole et au rebond du secteur secondaire. Les projections pour 2015 tablent sur 5% de taux de croissance avec un taux d'inflation aux alentours de 1,7%. La revue a également constaté l'amélioration de la performance de l'administration fiscale et de la gestion des finances publiques au premier trimestre de 2015. Du côté du FMI, on se réjouit des efforts des autorités maliennes. Et je me réjouis en particulier du bon déroulement de ces discussions. Cela témoigne des efforts importants qui ont été faits par les autorités maliennes
pour renforcer la gestion des finances publiques et la qualité de la dépense. Et les résultats encourageants au premier trimestre 2015 montrent déjà un net succès. Je peux donc dire que le programme économique du Mali, appuyé par le FMI, est aujourd'hui sur une bonne voie. De nombreux efforts ont été faits pour assurer une application stricte du respect des règles budgétaires et des règles de passation de marché. C'est ce qui nous a permis de conclure les premières et les secondes revues. Seul bémol, les recettes douanières ont connu une contre-performance de l'ordre de 40 milliards de francs CFA en fin 2014. Une situation qu'il faut vite oublier, car les dernières recettes enregistrées au niveau des douanes donnent satisfaction. Les recettes au premier trimestre 2015, alors qu'on avait quand même une moins-value importante au niveau des douanes de 40 milliards en fin d'année 2014, eh bien, en mars 2015, les recettes ont été remises sur la trajectoire du programme. Pour vous donner des chiffres, les recettes de la douane ont été de 27 milliards en janvier, une trentaine de milliards, 35 milliards en février, 38 milliards en mars. Donc on sent clairement qu'il y a une nouvelle dynamique en cours au niveau des recettes, ce qui est une évolution élevée et qui est un indicateur de plus qui montre que la reprise de l'activité économique apparaît bien lancée au Mali, et c'est un résultat qui nous réjouit évidemment très fort, et nous estimons que la loi de finances rectificative et toutes les réformes qui sont incluses dans le programme, qui vise à améliorer la collecte des recettes, mais aussi améliorer la préparation du budget, l'exécution du budget, la passation de marché, la gestion de la trésorerie, la gestion de la dette, la stabilité des banques et les réformes dans le secteur de l'électricité vont aider le Mali à repartir de plus belle vers la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté. La troisième revue de la facilité élargie des crédits a également été l'occasion d'intégrer de nouvelles mesures dans un projet de budget rectificatif, lequel sera soumis à l'Assemblée nationale avant la fin du mois de mai. Ce budget rectificatif est caractérisé par une augmentation des ressources de 144 milliards, qui serait composée donc des recettes fiscales de 53 milliards et des dons budgétaires de 81 milliards, parmi lesquels 43 milliards d'annulation de dettes françaises tout récemment annoncées. Des nouvelles dépenses de 164 milliards de francs CFA ont été intégrées dans ce projet de loi et portent, comme vous le devinez, sur l'incidence de la loi d'orientation et de programmation militaire, élaborée avec l'appui de la mission de l'Union européenne pour la formation de notre armée. L'incidence que nous anticipons des accords d'Alger pour la paix dans le nord de notre pays et la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Ces modifications porteront désormais le solde budgétaire de base à moins 59 milliards de francs CFA contre l'équilibre qui était prévu dans la loi de finances initiale. Et comme à l'accoutumée, ce déficit sera financé par donc l'appui des bailleurs de fonds, mais également le recours au marché financier régional, sur lequel le Mali n'arrête pas d'enregistrer de très bonnes performances en termes de taux et de sursouscription. Le conseil d'administration du FMI doit se réunir pour conclure formellement la troisième revue de la facilité élargie des crédits. Ce sera le 15 juin 2015 à Washington. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a l'honneur d'informer les ressortissants du Conseil malien des transporteurs routiers CMTR, notamment les transporteurs, et du Conseil malien des chargeurs CMC, en particulier les importateurs, exportateurs et transitaires, que les élections des membres consulaires et des deux organisations auront lieu demain samedi 25 avril 2015 sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali. Par ailleurs, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement précise que pour les ressortissants du Conseil malien des transporteurs routiers CMTR, les élections se dérouleront respectivement au gouvernorat du district de Bamako
Bamako, Siza Amdalaï Assé 2000, au gouvernorat de région et dans les chefs-lieux de cercle. En ce qui concerne l'élection des membres consulaires du Conseil malien des chargeurs CMC, elle se déroulera à la mairie du district de Bamako en commune 3 et dans tous les gouvernorats de région. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h du matin et se fermeront le soir à 18h. Pour voter, chaque électeur ressortissant devrait se munir de sa carte d'identité ou toute autre pièce légale reconnue en République du Mali et en cours de validité. Le ministre Mamadou Hachim Koumaré s'est compté sur la bonne compréhension, l'esprit patriotique et surtout le civisme de tout un chacun. Le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara, a participé du 20 au 23 avril dernier à Ouagadougou à une mission de solidarité des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Pour cette mission, les médiateurs de l'espace entendaient apporter leur soutien et leur appui pour le succès de la transition en cours au Burkina Faso, la réconciliation nationale et le renforcement de la paix dans ce pays frère et ami du Mali. Baba Akib Aïdara tire le bilan de cette mission de solidarité au micro de nos confrères de la télévision burkinabé. Avec le président de la République, nous avons d'abord rendu compte de tous les contacts que nous avons eus dans le cadre d'un programme qui avait été élaboré par notre collègue, le médiateur de Faso, Mme Traoré, Alima Traoré. Nous avons rendu compte au président de ces différentes rencontres, qu'il s'agisse des audiences auprès de certaines autorités ou de rencontres avec certains groupes qui jouent un rôle important dans la phase actuelle de la transition au Burkina. Nous lui avons dit aussi nos sentiments. Nous lui avons transmis les messages que nous avons reçus de ces différents groupes. Nous lui avons dit nos sentiments sur ces messages-là et nous lui avons dit aussi notre sentiment général sur la situation, qui est très simple. Nous considérons que le Burkina s'est doté d'organes convenables pour aller dans sa transition, pour réussir sa transition, que le Burkina a adopté des textes de base que tout le monde salue, la Constitution et la charte de la transition, sur la base desquelles fonctionnent les organes qu'on a mis en place et qui animent la transition. Donc, le Burkina a tous les atouts entre les mains pour réussir sa transition. Bien sûr, il y a des problèmes au sein de différents groupes, il y a des échanges, des opinions différentes, c'est normal, il faut laisser s'exprimer toutes les opinions, mais en respectant toujours les normes démocratiques. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamedou Diarra, a rencontré hier jeudi les chefs des juridictions et des parquets de Bamako et de Kati en vue de partager les points de vue sur les fondements d'une bonne justice, les conditions d'amélioration de la confiance des citoyens envers leur justice, les actions à concevoir et à réaliser pour améliorer l'offre de justice de manière durable. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a fait part de ses préoccupations dont l'élaboration et la mise en œuvre dans les meilleurs délais d'un plan d'action d'urgence établi dans un cadre itératif et participatif incluant le renforcement de l'administration de la justice. En quatrième région, plus de 2000 hectares vont s'ajouter aux superficies cultivables de l'Office du Niger pour la campagne agricole 2015-2016. L'annonce a été faite par le ministre du Développement rural en visite sur le chantier de Sabalibougou. Pour Bokari Treta, le gouvernement du Mali fera tout pour vaincre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Reportage de Dougoufana Traoré. Le chantier de Sabalibougou fait partie des projets phares de la zone Office du Niger en matière d'aménagement des périmètres rizicoles. Il est financé par la Banque mondiale et exécuté par COVEC sous le contrôle de Sira SA. C'est un projet qui prend en compte les préoccupations des plus hautes autorités du pays, au dire du ministre Treta. Car en plus des périmètres rizicoles aménagés, des infrastructures socio-économiques sont réalisées au profit des habitants de Djambé dans la commune rurale de Djabali. Nous comptons récolter près de 15 000 tonnes de paddy, avec un rendement moyen d'environ 6 tonnes 5. Les périmètres aménagés sont en deux lots. Un premier lot de plus de 3 milliards 600 millions de francs CFA et un second lot de près d'1 milliard 400 millions de francs CFA. Si le premier lot est exécuté à 76%, le deuxième lot est lui réalisé à 74%. Cependant, quelques difficultés sont signalées
par le bureau de contrôle SIRA. Nous rencontrons de sérieuses difficultés compte tenu du fait que l'entreprise a mobilisé des engins vétustes qui ne sont pas adaptés à la réalisation des travaux actuels, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes en retard. Ces difficultés ne sont pas au-dessus de nos moyens, a dit le PDG de l'entreprise chinoise Covec. Il reste les finitions à faire, mise en lot à délai et mettre le chantier exploitable avant le délai. Tout compte fait, le projet à ce stade a émerveillé le visiteur du jour. Le ministre traitant s'est dit fier de voir que la majeure partie des préoccupations du président Ibrahim Boubacar Keïta a été prise en compte, surtout en ce qui concerne son volet socio-économique. Les choses ont beaucoup changé ici. Ce projet a une histoire. En rapport avec la Banque mondiale, nous avons décidé d'aménager 2200 hectares. À l'évaluation initiale du projet, les terres étaient occupées par des populations peules, nomades en général. Nous avons décidé, conformément à notre vision de mettre l'homme au centre de nos préoccupations, d'abord de créer les conditions socio-économiques favorables à l'installation d'abord des familles. Aujourd'hui, je voudrais dire aux plus hautes autorités du pays que ces populations ont été installées dans des conditions les mieux possibles. Et puis les aménagements. Nous avons pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour que les périmètres de Sabalibougou soient mis en eau, soient exploités au cours de la campagne agricole 2015-2016. La visite a pris fin par une séance de travail avec les élus locaux, les responsables de COVEC ainsi que ceux de SIRA SA, l'encadrement et les responsables de l'administration de cercle de Nyuno. Du 24 au 30 avril, les pays africains célèbrent la semaine africaine des vaccinations. Il s'agit de renforcer les programmes nationaux de vaccination en intensifiant la prise de conscience autour de l'intérêt et de l'importance de la vaccination. Au Mali, le thème de la 5e édition est la vaccination, un don pour la vie. Le temps de la semaine a été donné par l'OMS et son partenaire, le Lions Club, qui ont animé un point de presse suivi par Al Jumatina. Renforcer la sensibilisation du public à l'importance de la vaccination, accroître la demande des vaccinations par les communautés, plaider pour la mobilisation des ressources destinées à la vaccination, ce sont entre autres objectifs de la Semaine africaine des vaccinations. Près de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans la région africaine et un nombre important de décès pourrait être évité par la vaccination. La vaccination systématique est essentiel pour atteindre le niveau de santé le plus élevé possible, notamment pour les femmes, et aussi pour que les enfants deviennent des adultes sains et productifs. La Semaine africaine des vaccinations est une occasion pour les pays et leurs partenaires de renforcer les programmes nationaux de vaccination, puisque le vaccin constitue l'une des plus grandes avancées de l'histoire humaine. La vaccination est un don qui protège les personnes de tous âges contre les maladies. Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année et font partie des interventions les plus rentables jamais développées en matière de santé. Si les pays de la région africaine ont réalisé des progrès remarquables vers la réduction des maladies évitables par la vaccination, beaucoup reste à faire. La Semaine africaine des vaccinations est une initiative régionale pilotée et coordonnée par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. En plus des conférences, plusieurs autres activités marqueront la semaine, parmi lesquelles le sport. Le monde entier célèbre demain la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude à cet événement, le ministère de la Santé et ses partenaires, à savoir l'OMS et le Programme national de lutte contre le paludisme, ont animé hier une conférence de presse dans les locaux de l'OMS au Mali. Reportage de Aïssata Saliou Maïga. Informer et sensibiliser les hommes des médias sur la lutte contre le paludisme dans notre pays, c'est l'objectif de cette conférence de presse organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires. Le nombre de cas de paludisme est estimé à 198 millions avec 584 000 décès. Le paludisme continue d'avoir un impact social et économique néfaste sur nos populations. Il constitue l'une des causes de la pauvreté des ménages, car il provoque l'absentéisme des patients de leurs activités quotidiennes,
génératrices de revenus. Au cours de la conférence, l'accent a été mis sur le mode de transmission du paludisme, ses moyens de prévention et les nouvelles stratégies de lutte contre la maladie. Nous intégrons l'ensemble des stratégies recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, par Rollback Malaria, pour vraiment intervenir sur le terrain. En matière de prévention du paludisme, nous utilisons les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et nous faisons des distributions gratuites et ça nous le faisons région par région. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème retenu pour cette année. Dans notre pays, cette édition sera marquée par plusieurs activités afin d'informer et sensibiliser les populations sur cette maladie qui touche fréquemment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Demain, samedi donc, 25 avril, la communauté internationale va commémorer cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Aïssata Saïliou Maïga le disait tout à l'heure, le thème retenu cette année est investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Un thème qui met en exergue la nécessité d'accroître les ressources humaines et financières, les médicaments et autres infrastructures pour contrôler et éliminer cette maladie potentiellement mortelle. Selon le représentant résident de l'OMS, le docteur Ibrahima Sosefal, en 2013, environ 33% des ménages de la région ne possédaient même pas une seule moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Il a dit au micro de Inaba. L'augmentation des financements alloués à la lutte contre le paludisme est nécessaire pour sauver des vies et élargir davantage l'accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement en Afrique. Cette situation est encore plus critique étant donné le besoin urgent de s'attaquer à la pharmacorésistance déjà enregistrée en Asie du Sud-Est et d'autres menaces émergentes telles que la résistance des moustiques aux insecticides. En 2013, l'Organisation mondiale de la santé estime à 163 millions le nombre de cas de paludisme survenus dans la région africaine. Cela a causé environ 528 000 décès. Entre 2000 et 2013, le nombre estimé de cas de paludisme dans la population à risque a diminué de 34%. Et le taux de mortalité par paludisme a diminué de 54% dans la région africaine. En dépit de ces progrès importants, les pays de la région ne sont pas en voie d'atteindre la cible de l'Assemblée mondiale de la santé, qui était une réduction de 75% des cas de paludisme et des décès en fin 2015. L'accès limité aux interventions de lutte contre le paludisme et leur sous-utilisation dans les pays sont les principales causes du nombre élevé de cas de paludisme et de décès. Le consensus mondial est maintenant de réduire la mortalité liée au paludisme et le taux d'incidence d'au moins 90% d'ici 2030. Lancement des projets de santé de l'USAID Mali. Ces projets, services santé à grand impact, se fixent comme objectif de consolider les acquis dans l'offre de services de qualité accessibles et abordables au sein des communautés. Bédikoni. Ces deux nouveaux projets, services de santé à grand impact et communication et promotion de la santé, Kenya Djamoukan, s'inscrivent en droite ligne dans les missions de l'USAID. Ces projets d'une valeur de 8 milliards de francs CFA sont financés par l'USAID Mali pour une période de 5 ans. Ils couvrent l'ensemble des districts sanitaires des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Gao, plus les districts de Bamako. L'objectif est d'assurer la prospérité et le bien-être socio-économique des populations maliennes. Nous permettons de consolider les acquis de l'offre de services de qualité, accessibles et abordables et d'impulser ce changement de comportement considérable au sein des communautés. Il consiste à nouer les partenaires visant à mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir des sociétés résilientes et démocratiques en faisant avancer notre sécurité et notre prospérité. Ces projets qui sont une nouvelle initiative pour un développement durable bénéficieront de l'assistance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement du Mali est très reconnaissant à tous les appuis techniques et financiers fournis par l'USAID dans le domaine de la santé. Je voudrais vous donner l'assurance que les services techniques de l'État, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales décentralisées mettront tout en œuvre pour faciliter la mise en œuvre des nouveaux programmes en vue de l'atteinte des objectifs. Le lancement de ces projets démontre l'engagement du Mali et les États-Unis à mettre en œuvre toutes les stratégies visant à améliorer l'état de santé des populations.
La caravane de la presse sur le fonctionnement de l'AMO a fait escale dans la capitale des Balanzans. La vingtaine d'hommes de presse a pu évaluer à l'hôpital Nianakorofomba comme à la pharmacie Amaridao de Segou le fonctionnement de ce système. Il a été constaté une croissance du nombre d'adhérents et une diminution des difficultés liées à la prise en charge des activités. Foussine Tunkara. À l'hôpital Nianakorofomba de Ségou, les journalistes ont constaté que le nombre d'adhérents à l'assurance maladie obligatoire a considérablement augmenté. Le nombre de prestataires qui était de 5200 au premier trimestre 2014 est passé à 7500 au premier trimestre 2015. Cet engouement, selon les hommes en blouse blanche, est dû au bien fondé de l'AMO. Cependant, le manque d'imprimés d'ordonnances se fait sentir de temps en temps. Autre endroit visité par la caravane est une pharmacie de la place. Il s'agit de la pharmacie Amarndao, service prestataire de l'AMO. Ici, le grand retard dans les paiements des factures a connu une nette amélioration. De plus en plus, il y a moins de problèmes. À un moment, il y avait certains problèmes de compréhension par rapport aux décisions de la CANAM. Donc, quand on explique aux patients et la lourdeur du traitement des documents, mais ceci est résolu maintenant avec des procédures beaucoup plus simples. Nous avons organisé surtout cette caravane de presse pour nous imprégner du fonctionnement de l'AMO à Fana, à Ségouville et à Markala. Par rapport au système, il y a des petites difficultés. Je crois bien qu'en concertation avec la Caisse nationale d'assurance maladie, ils vont essayer de pallier tout ça. La caravane quand même a été vraiment satisfaisante et nous avons vraiment compris aujourd'hui le fonctionnement de l'AMO dans ces différentes régions. À Ségou, près de 20 pharmacies ont signé une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour une meilleure couverture sanitaire des populations. Le contenu de ce communiqué de la communauté Kunta qui lance un appel à toutes les communautés du Nord en général et particulièrement aux communautés Kunta où qu'elles se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays à œuvrer dans le sens de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord d'Alger et d'apporter leur soutien direct et formel. Il souligne que le processus de paix en cours doit se poursuivre en vue de consolider les acquis et invite les frères encore réticents à paraffer le dit accord qui a le soutien unanime et l'engagement juridico-politique de la communauté internationale en faveur d'une mise en œuvre intégrale des engagements. La communauté Kunta félicite le peuple du Mali pour son adhésion à l'accord paraffé pour un Mali uni et réconcilié. De l'eau potable pour les habitants de Nonkon dans le cercle de Kolokani. Grâce à l'ONG internationale World Vision, le village dispose désormais de bornes fontaines. Les installations ont été inaugurées par le sous-préfet Ibrahim Ongoiba avec à ses côtés deux députés et des ressortissants de Nonkon à Bamako. Envoyé spéciaux Moïse Traoré, Samba Dagamaïsa. De l'eau potable à volonté. À Nongon, dans le cercle de Kolokani, les anciens n'y croient pas. Le porte-parole du chef de village laisse entendre que les 6000 habitants n'oublieront pas de sitôt les bienfaits de World Vision. Au fourrail de l'État, l'ONG chrétienne de solidarité internationale ajoute 9 bornes fontaines à travers le village. Avant la réalisation de cette adduction d'eau par Vision mondiale, l'accès à l'eau dans le village de Nonkon était un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, même s'il est constaté des temps de rupture périodiques relativement longs, les conditions d'hygiène, d'assainissement, de bien-être et de santé sont très bien améliorées pour toute la population en général et plus particulièrement pour les femmes et les enfants. Le sous-préfet recommande à ses administrés de contribuer financièrement à la maintenance des ouvrages. Des propos similaires à ceux du trésorier de l'association de gestion de la ressource. Pour leur part, agricultrices et ménagères apprécient la réduction des maladies et une corvée de 6 km quotidiens vers le mini-barrage. 2 des 3 députés de la circonscription sont à la cérémonie. Nous pensons qu'elle a répondu à nos attentes. Parce qu'aujourd'hui, réaliser une adduction d'eau sommaire dans la ville de Nongon est quelque part une réponse à un besoin crucial que les populations avaient exprimé depuis un temps très long par rapport effectivement aux besoins ménagers et à tout ce qui s'ensuit, surtout l'eau potable pour la communauté, également les sources de santé.
Au nom des ressortissants de Nongon, le pasteur Tade Diarra a invité les 18 000 habitants des 19 villages de la commune rurale à l'union pour régler les autres défis. Nous allons nous battre pour que nous puissions relier Nongon à la route nationale numéro 3 sur une piste vraiment praticable en toute saison. La commune de Nongon également a besoin aujourd'hui, parce que c'est une commune qui est enclavée. Donc il nous faut une structure de santé digne de ce nom. À la fin du 19e siècle, Nongon dans le Bélédougou a été un bastion de la résistance à la pénétration coloniale. Un SESCOM à l'Eleroy et un système moderne d'adduction d'eau à Tanal Koïgourou, ce sont là des infrastructures que l'ONG Vibon vient de mettre à la disposition des populations de ces localités. Si la première est une réhabilitation à hauteur de 5 millions de francs CFA, la seconde, qui a coûté 8 millions, est toute neuve. Ces réalisations ont été possibles grâce à la collaboration tripartite Vibon, Care Allemagne et HED Tamat du Niger. Reportage Trissa Kone. C'était une véritable liesse populaire pour les 2000 âmes de Tanal Koïgourou dans la commune rurale de Bara, cercle d'Ansongo, lorsque l'eau potable a coulé du forage. Fini donc les maladies hydriques et le calvaire des femmes qui n'avaient d'autres sources d'approvisionnement que l'eau du fleuve ou de la mare. Le forage à motricité humaine installé sur la dune de sable a coûté à l'ONG Vibon et ses partenaires Care Allemagne et Het Tamat au Niger la somme de 8 millions de francs CFA. Avant ce forage, on partait jusqu'à Djichini pour prendre de l'eau au fleuve. Et quand on part le matin, on peut revenir jusqu'à midi et on ne peut pas repartir le soir. Donc c'était très fatigant pour nous. Vraiment, on remercie les gens qui nous ont amené ce don. L'eau, source de vie. L'eau, le soubassement de la vie. Si l'ONG Vibon faisait ses activités sans eau, il y aurait un moins. À l'Elehoy, dans la commune rurale du Boura, un vent violent avait endommagé le SESCOM et les matériels en mai 2012. Depuis, le bâtiment n'était plus habitable. Pour résoudre ce manque d'infrastructures de santé au profit des 11 000 âmes, l'ONG Vibon et ses partenaires ont investi 5 millions de francs CFA dans la réhabilitation et l'équipement du CSCOM. Il y a eu un équipement également de taille qui correspond vraiment aux souhaits des populations. Le CSCOM est bien réhabilité. Les fonctionnaires sont dans les conditions de travail les meilleures. Il faut vraiment faire bon usage de ce centre de santé par la fréquentation régulière, par l'entretien et surtout par l'assainissement. À Sena Gungo, la délégation a visité le chantier des 3 classes financées par le programme NR 2942 de Vibon à près de 23 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, c'est le coût du programme pour la reconstitution du cheptel dans les cercles de Goundam et Tombouctou en 6e région. Un programme financé par le département en charge des affaires étrangères de l'Allemagne à travers l'association malienne pour la survie au Sahel. 1000 caprins ont été gracieusement remis à 250 familles vulnérables afin de leur permettre de reprendre leurs activités économiques. Reportage signé Yaya Tandina. C'est dans une dynamique de reconstituer le cheptel fortement affecté dans les cercles de Goundam et Tombouctou en 6e région que l'association malienne pour la survie au Sahel et son partenaire financier Welt Hunger Healthy viennent de mettre à la disposition de 250 familles vulnérables 1000 caprins. Cette action est le fruit de la coopération germano-malienne. Le coût de cette activité est estimé environ à 30 millions de francs CFA. C'est un signe fort de l'engagement de la Welt Hunger Healthy et de son partenaire AMSS à accompagner nos plus hautes autorités à la reconstruction des régions du Nord durement affectées par ce conflit armé. Il s'agit de la relance économique après la crise que nous avons connue. Il s'agit aujourd'hui de remettre à des familles démunies, des familles qui sont déplacées, des familles éprouvées par l'occupation, des caprins, pour leur permettre vraiment de relancer l'élevage. Les bénéficiaires, toutes des femmes, ont reçu chacune un mâle et 3 femelles. Désormais, je peux reprendre mes activités avec ces caprins reçus. J'aurai du lait pour subvenir à mes petits besoins. Je remercie la MSS et ses partenaires pour cette générosité.
Au nom du gouvernement de la République du Mali, je réitère mes sincères remerciements au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour son engagement et sa détermination à venir en aide à nos populations affectées par le conflit. Nous renouvelons notre souhait ardent à continuer ce partenariat fructueux et fécond avec la République fédérale d'Allemagne. Les caprins sont ainsi repartis. Alafia et Doué-Tiré 400 pour 100 bénéficiaires, Doukouria 100 pour 50 bénéficiaires et enfin Lafia 500 pour 100 autres. La 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, dénommé FEMUA, a ouvert ses portes hier soir à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. C'était au cours d'une grande cérémonie populaire qui avait pour cadre la place de la solidarité d'Anoumabo. Cette année, le thème choisi par les organisateurs est intitulé Intégration et rapprochement des peuples. L'édition a pour parrain le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo. Prennent part également à cette manifestation culturelle internationale une pléiade d'artistes musiciens de l'Afrique élargie à ceux de la diaspora. Retour sur cette cérémonie riche en couleurs avec nos envoyés spéciaux Aruna Diara et Modibo Soare. Décor familial et convivial, ambiance multicolore et pluridisciplinaire, voilà l'affiche de cette cérémonie d'ouverture du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dénommé FEMUA. Un événement concocté par Gaou Productions avec à sa tête le leader charismatique du groupe Magic System Assalfo Traoré et toute sa bande. Festival de référence en Afrique, le FEMUA est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration des peuples. Il contribue à ressouder le tissu social et à briser les barrières ethniques, politiques, religieuses, etc. Cette 8e édition du FEMUA se veut encore plus particulière. L'on note des innovations et des réaménagements dans chaque composante. Anoumabo, village ébrié situé dans la commune de Marcory, accueille donc depuis sa création ce grand rendez-vous musical. Un événement qui fait de Anoumabo la capitale de la musique africaine, en tout cas pendant une semaine. Ensemble, la rencontre contribue au développement socio-économique et culturel du village. Aujourd'hui, grâce au FEMUA, Anoumabo est connu. Grâce aux magiciens, Abidjan devient le centre du monde. Pendant 48 heures, c'est Abidjan qui occupe la scène. Et cette année, vous voyez bien, on va célébrer l'intégration régionale. Voilà, le Mali est là, le Nigeria est là, le Ghana est là, l'Afrique est là. Nous souhaitons voir un FEMUA qui s'étend à l'ensemble du pays et nous savons et nous voyons qu'à chaque année, le FEMUA fait un pas de plus et nous allons prier, agir pour que le FEMUA grandisse toujours et nous apporte encore plus de bonheur et de gloire. L'édition 2015 du FEMUA rassemble des artistes musiciens venant de 15 pays du continent sous les projecteurs de plusieurs médias nationaux et internationaux, ce qui fait de ce festival un véritable espace de rencontre, d'échange et surtout de partage autour du thème intégration et rapprochement des peuples. Le FEMUA, en gagnant en notoriété, en accueillant un nombre croissant de talents venus d'ailleurs, contribue à la visibilité de notre région et facilite nos efforts d'intégration. À ce propos, je voudrais dire à travers la jeunesse plurielle réunie à l'occasion de cette cérémonie que je vois s'amorcer, grâce à la culture, l'accélération de notre marche. Pendant une semaine donc, les festivaliers investiront le village d'Anoumabo pour célébrer la musique dans toutes ses facettes et sur toutes ses formes à travers une série de concerts géants et gratuits animés par des sommités de la musique africaine et de sa diaspora. Des actions sociales et bien d'autres activités humanitaires seront également au cœur de ce rendez-vous 2015. À l'issue de la cérémonie en début de soirée, le parrain a procédé à la pose symbolique de la première pierre d'une école primaire qui sera construite à Bangolo et financée par le festival. Une tradition après chaque édition du FEMUA. Le FEMUA est une initiative du leader du groupe Magic System Assalfo. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal la traduction en langue nationale du communiqué du gouvernement sur la multiplication d'assassinats sur l'axe Gossi-Gao. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.